sommes négociateurs professionnels. Nous avons inspiré la série qui met en scène Eric Beaumont. Ensemble, nous allons décrypter les épisodes de Ramsay. La négociation n'aura plus aucun secret pour vous. C'est parti. Dans l'ombre, dans des circonstances où composer le numéro de la police risquerait de mettre en danger la vie de vos proches. Notre mission est de sauver des vies sans avoir recours à la violence. Sachant que la plupart des individus à qui nous avons affaire ont rarement la même conception des choses, notre travail n'est pas simple. Alors Eric, en conférence avec des médecins, c'est directement tiré de notre activité. Laurent et moi donnons plus de 200 conférences par an pour tout type de population et notamment pour des médecins et du personnel hospitalier. Pourquoi on intervient dans ce cas-là? Simplement parce que des médecins peuvent être livrés à des patients qui sont très difficiles ou simplement qui refusent de prendre leur traitement. Ce qu'on va expliquer aux médecins, ce qu'ils font, qu'ils le veuillent ou non, c'est de la négociation. Et on leur montre que si l'enjeu peut être différent de ce que nous, on peut vivre, les stratégies tactiques et techniques restent sensiblement les mêmes. Et cette méthode, on l'a articulée autour d'un référentiel qui s'appelle Pacificat, que Laurent et moi avons créé il y a quelques années et qui est maintenant utilisé par des populations très diverses et variées, notamment les médecins. C'est vrai que ça peut paraître surprenant de voir des négociateurs professionnels qui vont expliquer à des médecins comment gérer la relation avec les patients, mais la première fois qu'on a été sollicité sur ce type de cas, c'était pour le traitement de la mucoviscidose. On a un pédiatre qui est venu nous voir et qui nous a expliqué que près de 70% des adolescents qu'il traitait refusaient le traitement ou n'acceptaient pas de le prendre correctement. Et quand on a étudié avec lui le cheminement psychologique de ces adolescents, pourquoi ils disaient non, on s'est aperçu que c'était exactement dans la négociation. Ce qui est important, ce n'est pas qu'ils disent non, c'est ce qu'on appelle une position. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui est caché derrière. Quel est le besoin qu'on vient satisfaire cette position, ce qu'on appelle l'enjeu. Et dans une négociation, on doit trouver l'enjeu pour trouver la solution qui va satisfaire tout le monde. Alors si j'ai bien compris, vous remettez de l'argent à des kidnappeurs. Ça m'arrive. Donc à cause de gens comme vous, les kidnappeurs continuent de kidnapper. Enfin, je veux dire, vous les aidez à faire de l'argent. Non, tous ne sont pas motivés par l'argent. Certains veulent simplement faire entendre leur point de vue. Mais s'il n'y avait pas d'argent en jeu, tout ça s'arrêterait, non? Cameron? Oui, tu as peut-être raison. Si personne ne payait, si on n'engageait plus de négociations avec les ravisseurs, le nombre d'enlèvements diminuerait pendant un moment. Le problème, c'est qu'il faudrait du temps avant que les kidnappeurs comprennent le message. Alors, tu devrais accepter que des milliers de gens meurent pour tester ton hypothèse. Tu serais prêt à aller jusque-là? Eh bien, à ce moment-là de l'épisode, on a un jeune garçon qui vient interroger Eric sur son métier de négociateur et qui lui demande comment on peut négocier et payer des rançons. Et ça, c'est vrai que c'est une de nos problématiques. Aujourd'hui, sur les 200 négociations qu'on réalise tous les ans, à peu près 10% touchent du kidnapping. Chaque fois qu'on a un cas, on se pose la question, très régulièrement, est-ce qu'on paye ou est-ce qu'on ne paye pas? Parce que si on décide de payer sur les kidnappings, on entretient le business du kidnapping. Mais à chaque fois qu'on a une personne en face de nous, une famille, une entreprise qui nous sollicite, on sait que si on négocie, on va ramener l'otage. Alors le dilemme du négociateur, c'est ça. Est-ce que j'accepte de payer pour sauver l'otage, mais j'entretiens le business du kidnapping? Ou est-ce que je refuse de payer? Mais dans ce cas-là, il faut être prêt à accepter de perdre les 10, 15, 100 premiers otages avant que ce business ne s'arrête. Une fois, Laurent et moi avons rencontré un homme dans un pays d'Amérique latine qui s'était profondément insurgé contre le métier qu'on peut faire, notamment en disant « jamais je ne paierai pour des kidnappeurs, il faut arrêter ce commerce humain ». Le souci, c'est que le jour où sa fille s'est fait kidnapper, il a payé rubis sur l'ongle. Effectivement, on peut toujours s'interroger sur ce sujet-là, et vous aurez autant de réponses que d'avis. Maintenant, la question qu'il faut véritablement se poser, c'est est-ce que la fin justifie les moyens? Et est-ce que vous êtes prêt à perdre des centaines, des milliers d'otages simplement pour pouvoir arrêter ce business? Qui est prêt réellement à le faire? Silence! Il faut rester calme. Votre fils est bien là où il est. Essayons de les contrarier le moins Maman! possible. Ça va. Mais enfin, ce ne sont pas des gens riches que vous êtes en train de voler. Ici, c'est un séminaire pour des scientifiques et des chercheurs. Il commence à me gonfler. Le moment où Eric est pris en otage est directement inspiré d'un cas réel puisque j'ai eu le malheur d'être pris en otage dans un sac de jeu.
L'épisode est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va mettre l'accent sur qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas critiques. La première chose, évidemment, c'est de garder son calme, voilà, et notamment de ventiler ses propres émotions pour éviter justement qu'elles impactent la relation entre le preneur d'otages et les otages. La deuxième chose, évidemment, c'est de ne pas tenter de commettre des actes irraisonnés. Dans les films, on voit souvent l'otage qui va essayer de prendre l'arme du preneur d'otage, c'est bien trop risqué. Voilà. Le but, c'est de donner le temps au temps pour que les forces de l'ordre, et notamment ceux qui gèrent la prise d'otage ou le kidnapping, puissent agir en conséquence. Et notamment, ce sont les éléments extérieurs qui vont petit à petit se regrouper autour de la scène pour la figer et après prendre le contrôle de la situation. Ce qui est intéressant également dans cette partie de l'épisode, quand on voit Eric qui est impliqué directement dans la prise d'otage, c'est comment on gère le temps, comment on gère l'état d'esprit qu'on peut tous avoir dans la durée. On a deux syndromes qui sont opposés que l'on peut rencontrer. Le premier, on en parle souvent, c'est le syndrome de Stockholm, qui fait que les otages vont prendre fait et cause pour leur agresseur et finalement vont inconsciemment se dire que ceux qui les protègent, ce sont les preneurs d'otages et que le danger vient de l'extérieur, notamment de la police. On a vu des situations dans lesquelles les otages se sont opposés à l'intervention de la police pour protéger les preneurs d'otages. Le syndrome inverse, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Londres, qui a été identifié lors d'une prise d'otage à Londres, à l'ambassade d'Iran, où un des diplomates s'est inconsciemment porté à l'encontre des preneurs d'otages. Il s'est volontairement opposé aux preneurs d'otages, mais sans s'apercevoir qu'il prenait un risque vital. Il a été tué par les preneurs d'otages. Et donc, ces deux syndromes sont intéressants parce qu'ils sont complètement inconscients. Le syndrome de Stockholm et le syndrome de Londres se développent avec le temps et c'est juste la préparation psychologique qui va permettre de les éviter. Il dit que négocier avec leur chef va être impossible. Je vais avoir besoin de temps pour trouver un autre itinéraire. Trouver un autre itinéraire? Une autre personne? Il a besoin de temps pour trouver un autre interlocuteur avec qui négocier. Oh, la bonne nouvelle, c'est que je vais bien, c'est pas la peine de venir me chercher. Il veut qu'on empêche la police de donner l'assaut. Alors espérons qu'il trouve vite quelqu'un disposé à nous parler. La police n'attendra pas longtemps avant d'intervenir. Ici, on a un cas très intéressant de dogmatique. Le leader des preneurs d'otages est un dogmatique. Comment fonctionne un dogmatique? C'est qu'il pense détenir la vérité. Voilà, donc il va être resté très ferme sur ses positions et il sera prêt à aller jusqu'au bout. Eric comprend rapidement que s'il doit négocier, il ne devra pas passer par lui parce qu'il sera incapable d'induire le changement chez lui. Ce qui veut dire qu'il devra trouver quelqu'un d'autre parmi les preneurs d'otages qui sera en mesure d'écouter et de comprendre ce qu'Eric pourra lui dire. C'est ce qu'on appelle en négociation un changement de leader. On a un leader dogmatique, donc impossible de le retourner ou de lui faire entendre raison. Et le négociateur va devoir trouver un autre leader, ce qu'on appelle un leader émergent, et lui donner de la légitimité, lui donner de la crédibilité. D'abord s'assurer qu'il sera capable de contrôler le reste du groupe, et ensuite s'adresser à lui donner de l'information, lui donner de l'importance pour qu'il puisse prendre la main sur le dogmatique et arriver à une solution pacifique. Dans un cas de terrorisme, comme on a pu en connaître au Bataclan par exemple, eh bien, c'est impossible de négocier avec un terroriste. Ils sont dogmatiques, ils détiennent la vérité et on sait qu'on ne pourra pas les retourner, on ne pourra pas les amener à changer leur décision. Donc, en l'occurrence, la négociation va se faire pour gagner du temps, pour faire du renseignement, mais rarement pour obtenir une solution pacifique. Désormais, vous êtes prêts à négocier. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage.